Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de toucher rectal. Nous sommes réunis à nouveau pour cet épisode 4 de la saison 1 de Doctor Who, avec toute la fine équipe. Je vous présente donc autour de la table Ziu. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous avons aussi Nimp Now. Salut. Et pour finir, Pomme. Oui. Ok. Je crois qu'elle est joyeuse parce que c'est un épisode qu'elle a énormément apprécié avec beaucoup d'onomatopées, on va dire. Ah, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet avec la fiche technique. Alors, cet épisode s'appelle Aliens of London en VO et L'humanité en péril en VF, ce qui est logique puisque Aliens veut dire humanité et of London veut dire en péril. Donc c'est une traduction littérale. Sa date de sortie, c'est le 16 avril 2005 sur la BBC et le 12 novembre 2005 en France. Donc ça devait être sur France 4, je pense. C'était l'époque France 4. Il a été réalisé par Kees Boak. Je sais pas comment on le dit. Kees Boak. Le scénariste, c'est toujours Russell T. Davies. Nous en sommes toujours au 9e Docteur, joué par Christopher Eccleston. Il est accompagné de Rose, Mickey et Jackie, et donc les acteurs notables de cette série sont Billie Piper qui joue Rose, Noel Clarke, Mickey, Camille Corduri, Jackie. Donc jusque-là, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. De quoi va parler cet épisode ? Rose et le Docteur reviennent enfin à Londres après s'être absentés quelque temps. Au même moment, un vaisseau extraterrestre s'écrase dans la Tamise après avoir percuté Big Ben. Toutes les nations sont sur le pont pour étudier ce qu'il y a dedans. Le Docteur, quant à lui, est convoqué à Downing Street en tant qu'expert en aliens. Merci pour ce résumé, Pomme. Mais avec plaisir. Du coup, nous allons passer au cœur du sujet et on va commencer par un petit tour de table des chroniqueurs pour essayer de convaincre nos auditeurs de regarder cet épisode. Qui veut commencer ? Nimp ? Vas-y, c'est toi. C'est le retour de Rose et le Docteur dans le présent pour un double épisode. En plus, on a de magnifiques créatures et de magnifiques bruitages. Alors, il faut les convaincre, pas leur mentir. On en parlera plus dans le résumé full spoil, mais attention. Par curiosité, c'est à voir. Ok. Pomme, du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode ? C'était mieux que dans mon souvenir, parce qu'il y a quand même de très bonnes choses. Par contre, effectivement, il y a une vanne très récurrente que je trouve très lourde. Enfin, c'est vraiment pas le genre de choses qui me dérange au quotidien dans la vie de tous les jours. Hein. Mais là, bon voilà, je trouvais que c'était un peu lourd. Mais rien de très grave. Donc j'ai du mal à dire, regardez-le. C'est vraiment pas. À l'époque, quand je regardais de nouveau la série, en général, je les sautais ces deux-là. Donc celui-là et le suivant parce que ce sont. C'est la même histoire, effectivement. Oui. C'est un spoil ? C'était un spoil de le dire, fallait pas le dire ? Non, bon, il l'a dit juste avant. C'est effectivement, on l'a pas dit jusque-là, mais c'était un épisode en 2 parties. Voilà, c'est ça. Nous allons chroniquer uniquement la première pour le moment. Exactement. Zu, ton avis ? Eh bien, moi je ne suis pas d'accord. Je trouve que ce sont 2 très bons épisodes. Effectivement, les aliens sont particuliers. Néanmoins, l'intrigue est, je trouve, très intéressante, notamment dans la deuxième partie dont nous parlerons la prochaine fois. Ok, merci. De mon côté, c'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire qu'un peu comme Pomme, j'ai trouvé que surtout la première partie est longue à mettre en place et une intrigue pas forcément intéressante. Mais on voit beaucoup plus de choses intéressantes dans le deuxième épisode dont on parlera la prochaine fois. Donc ce sera plus facile de vous convaincre pour celui-là. Pour le premier, c'est vrai qu'on a cet aspect, je pense, le kitsch de Doctor Who à son maximal. Et on va dire le côté un peu familial qui ressort malgré une intrigue qui est pas si enfantine que ça. Mais en même temps, pour bien profiter du deuxième épisode, il faut avoir vu le premier.
Donc vous n'avez pas le choix finalement. Exactement. Eh bien merci à tous et je vous propose de passer au résumé full spoil qui sera fait ce jour par Nimpnao. Le TARDIS atterrit dans une cour d'immeuble. Le docteur dit à Rose qu'elle est partie 12 heures seulement. Et du coup elle court vers sa mère parce que... Elles sont fusionnelles. Ouais, elles sont fusionnelles, elles vivent ensemble, donc sa mère lui manquait beaucoup. En rentrant chez sa mère, Jackie est très surprise de la voir, tandis que le docteur remarque un avis de recherche dans la cour. Il accourt pour dire à Rose qu'elle n'est pas partie 12 heures, mais 12 mois. Le petit détail. Là, on voit la maîtrise totale du TARDIS et du docteur. Petit décalage. Rose se fait gronder par Jackie, qui est inquiète parce que Rose ne raconte pas ce qui s'est passé pendant son absence d'1 an. Elle soupçonne le docteur d'être un vieux pervers et elle le gifle. Ça fait très drôle au docteur. Elle se fait gronder. Enfin, quand j'étais ado, je me faisais gronder, mais ma mère faisait pas venir les flics, hein. Ouais, mais là, elle a disparu pendant 1 an. Oui, bah, il y a quand même 1 mois. Ça fait quand même 1 an, pardon, qu'elle était partie. Il y avait des avis de recherche et tout, ouais, donc c'est normal qu'ils préviennent les flics que, en fait, c'est bon. Peut-être que si t'étais revenu après avoir disparu 1 an avec une personne qui a 40 ou 50 ans de plus que toi, enfin peut-être j'exagère, allez, 20 ans de plus que toi, enfin peut-être qu'ils auraient prévenu les flics qu'il y a un mec chelou qui traîne dans le quartier, quoi. Ah, mais il m'aurait pas grondé, il m'aurait buté. Ah, ça, j'avais pas compris où tu voulais en venir. Ok. C'est vrai que la réaction de la mère, elle est à la limite pas assez extrême. Mais à l'inverse, Rose, qui est très très fermée dans ses premières scènes, on dirait qu'elle est en train limite de bouder. Bon, alors effectivement, elle a un petit choc de se dire que ça fait 1 an qu'elle est partie, mais elle a l'air de bouder et de faire une mauvaise tête, genre non, mais tout s'est bien passé, je te jure, hein, mais je peux pas te dire quoi. Non, mais puis elle tente des trucs. Elle dit non, mais je suis parti en voyage. Bon, sa mère est pas détective, mais partir en voyage sans passeport. Avec un mec bien plus vieux qu'elle. Ah, c'est un sugar daddy, voilà. Il est pas si vieux. Ben, par rapport à elle... Ah, Bah, il a 20 ans de plus. oui, l'acteur. Oui, non mais oui, bah ça, oui, forcément. Sinon, il y a à peu près 880 ans d'écart. Je te propose de faire la transition sur la suite. C'est justement, on retrouve nos 2 protagonistes sur le toit de l'immeuble et on apprend l'âge du docteur. Il a 900 ans. Ça va. Ça va. Donc, petit écart. Bah, il est né en même temps que Yoda. J'aurais préféré... C'est ça, c'est son frère. C'est très bête, hein, mais genre j'aurais préféré qu'il ait 904 ans. Tu vois, mais pas un chiffre tout rond, genre c'est l'année de ses 900 ans. Bon, c'est son anniversaire. C'est ça. Son centenaire. Bah, c'est le problème avec l'âge du docteur, c'est que c'est toujours un peu flou, même lui... Il me semble qu'un peu plus tard, justement, il donne un chiffre moins rond. Mais beaucoup plus tard, dans 2 docteurs. Oui. Oui. Mais dans 2 docteurs, il donne des chiffres moins ronds parce que ça sert le récit, justement. Ouais. Parce que il se retrouve 19 ans plus tard, et donc il n'a plus 731 ans, mais il en a 750. Tu te souviens des chiffres ou tu dis au hasard ? J'ai dit au hasard. D'accord, ok. Parce que déjà, il me semblait que c'était pas ça, ouais, voilà, et en plus, oui, d'accord. Ok, je trouvais ça ouf que tu te souviennes de ça. Du coup, Rose et le docteur discutent de la situation et ils sont interrompus tout d'un coup parce qu'il y a un vaisseau alien qui les survole et qui percute Big Ben avant de se cracher dans la Tamise. Pour le coup, c'était des effets spéciaux plutôt bien faits. Oui. Par rapport au reste de l'épisode, on peut dire que c'était plutôt un beau crash. Oh putain, ouais, les effets spéciaux de l'épisode. Je vous ai envoyé même un petit message à un moment donné en regardant l'épisode. On en reparlera. J'ai les yeux qui saignent. Au secours, je ne vois plus rien. On en reparlera. Alors, autant le vaisseau est très beau, autant le klaxon... Mais... Pourquoi ce klaxon de poids lourd du fin fond du Minnesota, s'il vous plaît? Écoute, ils auraient pu mettre la cucaracha. J'ai trouvé ça génial. Honnêtement, oui, ils auraient pu mettre le gros klaxon cucaracha, ça serait passé. Bon, du coup, c'est vrai que on avait eu un début de discussion un peu, on va dire, profonde entre le docteur et Rose. Et ce crash, il donne une bonne excuse quelque part pour pas qu'il ait besoin d'approfondir et de se barrer, quoi. Du coup, le docteur en profite. Oui, il est fou de joie. Il court vers le lieu du crash, mais la route est fermée. Ils vont donc aller voir ce qu'il se passe comme les autres humains à la télévision. Donc on les retrouve dans l'appartement de Jackie à regarder les journaux de TV couvrir l'événement. Il y a un corps alien qui aurait été retrouvé dans le vaisseau.
La scène est assez cocasse parce qu'il y a plein de gens dans l'appartement, tout le monde discute entre eux, personne prête attention à la télé. Le docteur se fait même embêter par un petit gamin qui veut changer de chaîne. Ouais, c'est la surprise, mais pas trop des humains. Et donc du coup, il peut pas suivre tranquillement les informations. Bah à la place, on avait une super recette de gâteau en forme de soucoupe volante, quoi. Magnifique gâteau. Sérieusement, qui a pas envie de faire ça? Moi. Moi, je veux bien le manger, mais je vais pas me faire chier à le faire. On apprend que le corps a été transféré à l'hôpital à Albion et on assiste à l'arrivée du général Asquith à l'hôpital. Alors franchement, si je peux me permettre, Nemp, je suis assez fan de tous les détails que tu prends parce que moi, j'aurais écrit que le corps est transféré à l'hosto et qu'il y a un général qui débarque. Sans avoir retenu le nom de rien. C'est ça qu'on aime chez donc toi. Voilà, je tenais à dire que éventuellement j'aurais donné des surnoms très vite, mais Là, tu peux dire le gros général. Non, oui. On va pas être grossophobe, mais il y a un rapport avec le reste. C'est pas grossophobe, il est gros. Mais bon, c'est un discriminant visuel, certes. Bon, bref, voilà, c'était pour dire que bravo. Bien tenté. Le général arrive à la morgue, rejoint la médecin légiste et découvre le corps. Mais nous, on le voit pas. C'est pas ce que c'est. Ah ouais, donc t'as mis le nom du général et pas de la médecin légiste, comme de par hasard. Genre parce que c'est une femme, c'est ça? Asiatique en plus. Bravo. Oui, voilà, bah, bravo. Donc la médecin légiste s'appelle Toshiko Sato. Mais par contre, en vrai, je suis pas sûr qu'on le dise dans l'épisode. Ils le disent pas dans l'épisode. C'était juste pour faire chier. Mais nous, on sait qui c'est. Mais on dira pourquoi plus tard. Non? Si, tout à fait. C'est prévu. Restez avec nous pour la partie info en plus. On apprend aussi que le Premier ministre a disparu. Lors d'un transfert, il partait de Downing Street où il y allait, je sais plus, et il s'est volatilisé. On suit les informations au niveau du 10 Downing Street où arrive le député Joseph Green. Donc, pour information pour nos auditeurs, le 10 Downing Street, c'est la résidence officielle du Premier ministre. C'est le Matignon de chez eux. C'est ça. Voilà. Et les journalistes semblent ne pas comprendre ce qu'il vient faire ici. Parce qu'il est aussi président de la commission parlementaire sur le contrôle des quotas de sucre dans les pâtisseries exportées. Ça n'a donc aucun rapport avec un crash alien. Arrête, ça paraît être un expert. Hein. Des fois que les aliens sont allergiques au sucre, c'est important. Oui, ce serait une piste à approfondir. Monsieur Green apprend qu'il doit prendre le poste du Premier ministre. Da fuck. Je crois que c'est le dernier membre le plus, je vais dire gradé du gouvernement qu'ils ont pu trouver, quoi. Dans d'autres séries, c'est la haute secrétaire à l'éducation qui devient présidente de l'humanité, hein, donc. Oui, tout à fait. Battlestar Galactica. Regardez-le. Et dans Designated Survivor, c'est un architecte qui est secrétaire d'État, je sais pas quoi. Et c'est Indra Ganesh, secrétaire junior de la Défense, qui lui apprend ses nouvelles fonctions. On rencontre Harriet Jones, jouée par Penelope Winton, qui cherche à communiquer une idée au Premier ministre, mais elle est rembarrée par le député Green et le secrétaire. Alors, elle est géniale, Harriet Jones. Elle est trop bien toujours à se présenter avec sa petite carte députée de Flydale North. Harriet Jones, MP Flydale North. C'est ça. Et le côté et son idée, elle a aucun rapport avec la crise en cours. Par contre, hein. Je crois que c'est une histoire d'hôpitaux, mais ça a aucun lien. Donc elle dérange. Et elle se fait rembarrer violemment. Elle a été choisie par le peuple pour défendre ses intérêts et elle va au bout. Je veux dire, même après le vaisseau alien, il y aura besoin d'hôpitaux dans les campagnes. Mais oui. Donc elle y va. Mais elle a raison. C'est pas le moment, mais elle y va. Elle s'est dit quoi? Elle s'est dit tiens, il y a une réunion de crise parce qu'il y a un vaisseau qui s'est crashé dans la Tamise. Je vais pouvoir peut-être choper le Premier ministre. Elle est venue pour ça. Bon elle est venue pour ça, c'est tout. Elle va pas repartir sans avoir vu le Premier ministre. Donc du coup, elle se fait rembarrer par le député Green et le secrétaire. Joseph Green retrouve deux autres députés, Margaret Blaine et Olivier Charles, et ils vont s'isoler dans un bureau. Alors, encore une fois, il y a des caractéristiques importantes à ces trois personnages, c'est qu'ils sont tous gros. Oui. Plus que des Anglais normaux, on va dire. Alors, toutes les personnes qui sont grosses ne sont pas louches dans cet épisode. Alors, dans celui-là, si. Si, justement, dans celui-là, si. Et c'est fait exprès. Ils sont pas tous, enfin, comment dire, ils sont pas tous déconnants, mais du coup, ils sont tous louches, parce que du coup, on sait pas lesquels sont déconnants ou pas. Oui, on va avoir un indice juste après. Oui, tout à fait.
Parce que Indra, le secrétaire junior, tend à Monsieur Green une mallette contenant les protocoles d'urgence en cas d'invasion alien. Et on entend Monsieur Green qui fait un bruit comme s'il avait trop mangé mexicain. Il lâche une grosse caisse. Il lâche une grosse caisse. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Je m'embête à trouver des façons de le dire autrement. On te laisse les métaphores et nous on y va à fond. Ça c'est très bien. Et donc les 3 députés s'isolent dans un salon et rient de manière machiavélique. Et ils répètent aussi, non ? Oui, ils répètent un peu, tous et les c'est 3. Plus qu'un salon. Oui, c'est pas un salon, c'est la salle. La salle du conseil. Oui. Ouais, la salle du conseil. On l'appellera la salle du conseil, parce que j'ai pas retenu le nom. Mais ouais. Non plus. C'est pas genre le salon de thé de 10 Downing Street. C'est un endroit qui pète un peu. Ah, c'est le cas de le dire. Ah bah dis donc. Amis auditeurs, on ne supporte pas caution de ce genre de blague. Si, Non. totalement. Le docteur et Rose sortent de l'appartement de Jackie. Le docteur s'extasie que la race humaine rencontre pour la première fois une race alien et il donne à Rose les clés du TARDIS quand elle lui demande de promettre de ne pas disparaître. Parce que lui, il dit qu'il veut les laisser seuls avec ça et qu'il a rien à faire. Il est un peu ému que enfin l'humanité rencontre sa première race alien. Ouais, il est ému, puis en même temps il est content, il est joyeux et il se dit qu'il a rien à y faire quelque part. C'est ces bébés, ils grandissent si vite. C'est ça, il dit clairement à Rose qu'il ne doit pas s'en mêler, que c'est les humains qui doivent gérer ça. Voilà. En tout cas pour l'instant. Oui. On voit Mickey sortir sur le balcon, celui il est à son appartement, et il voit passer le docteur dans la cour et rejoindre le TARDIS. Mickey qu'on n'avait pas encore vu. Non. De l'épisode. On sait pas ce qui lui est arrivé pendant cette année encore. Non, mais apparemment ça a été passionnant comme année parce que il se retrouve il est sur son balcon pour récupérer une paire de pompes et je sais pas vous, mais mes chaussures, ma première réaction quand je les prends, c'est pas de les sniffer. Oui, mais c'est Mickey. Donc il a pas tant changé que ça en un an. Non, Non. mais c'est voilà. Bon. Mickey sera toujours Mickey. Et donc il court après la boîte bleue, mais cette dernière s'envole avec le docteur. Et lui, ouais. Vas-y. Vas-y. Non, fini. Non, mais en fait c'était ce qui était entre parenthèses. Donc. Vas-y, dis-le. Donc c'est marrant parce qu'on voit encore le docteur manœuvrer le TARDIS à coups de marteau. Et moi j'allais dire que Mickey il a tellement pris d'élan pour choper le docteur quand il arrive au moment où le TARDIS disparaît et il s'éclate contre le mur qu'il y a juste derrière. On continue dans le côté un peu gag visuel avec Mickey qui sert pas à grand chose. Oui. C'est un cartoon Mickey. Enfin là c'est une corrida là. Nous retrouvons Harriet Jones parler à Indra, le secrétaire d'État junior. Elle cherche à entrer dans le bureau où sont isolés les 3 députés pour donner un dossier concernant la non-exclusion des petits hôpitaux des centres d'excellence. Ah oui, t'es vraiment à fond dans le détail là quand même. Ah mais c'est très important. Mais en réalité, on pourra en parler, c'est toujours d'actualité, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. En France aussi. Notamment avec les problèmes de financement que le Royaume-Uni va bientôt avoir avec le Brexit, c'est un vrai problème. Mais en France aussi. Bon, Hôpital Cast, c'est pas ici. Je vous rappelle qu'on n'est pas ici pour parler des hôpitaux. T'es pas marrant. Les 3 députés sortent du bureau et Monsieur Green fait une bonne remarque machiste à Harriet. Où allons-nous si les femmes se mettent à penser ? En version française. Ça, il le dit en français. Oui, et en anglais, il le dit de manière aussi dégueulasse, c'est vrai. Ouais. C'est ce moment-là où on se dit « Ah, ils ont de la chance, les Anglais, d'avoir un premier ministre charismatique comme ça, c'est beau !» Ah... C'est un Oui, Premier ministre, un remplaçant de Premier ministre. Ils ont probablement gagné au change. Complètement. Elle profite que les députés soient sortis pour rentrer dans la salle des opérations. Elle veut mettre son dossier dans la mallette et tombe sur le plan d'urgence en faisant une tête bizarre. Alors je sais pas pourquoi elle avait l'air surprise ou pourquoi on a voyé cette tête-là. Elle pensait mettre son truc dans la serviette qui doit contenir l'équivalent de l'ordre du jour des réunions du conseil et puis elle voit le plan d'urgence et elle se demande pourquoi. Enfin, Peut-être qu'elle a pas vu elle a pas vu le vaisseau passer en fait. Bah, je pense que si, mais comment dire, comme c'est une petite députée d'un petit coin qui doit pas être généralement au courant de ce genre d'affaires très importantes et ça doit la surprendre ce qu'il doit y avoir marqué là-dedans et surtout le. Ouais, enfin le paquet de journalistes devant le dit Downing Street aurait dû lui mettre
puce à l'oreille, non? Bon, un paquet de journalistes devant là où il y a le Premier ministre. Bon. Non, mais je pense que c'est surtout que c'est le genre de document auquel elle a pas accès ou rarement accès, et c'est des documents qui sont très confidentiels, et de les voir laisser là et de voir les 3 loulous se barrer, faire youpladi youplada. Puis peut-être que ça parle d'extermination de la Terre ou de trucs comme ça. On sait pas ce qu'il y a sur ces documents. C'est vrai. On retrouve le médecin légiste à la morgue qui entend quelqu'un frapper à la porte où le corps alien a été entreposé. Normalement, il est mort. Donc à la porte du casier. Du casier. Ça, oui, ça avait l'air grand. C'est pas une porte genre chambre froide, grande chambre froide. Non, je crois que c'est une porte de casier. Ouais, c'est un casier de morgue. La porte est pas montrée, je crois, mais. Si, on a un plan, mais il y a une lumière violette qui n'est pas due à d'autres choses encore. Justement, tu parles de lumière, j'aimerais poser une question. Est-ce que vous, quand vous travaillez aussi dans le noir complet comme elle? Alors moi, je travaille pas dans une morgue. Seulement quand je suis à la morgue. Si je travaille dans un bureau normal, j'éclaire un peu. C'est ça. Quand je suis sur... c'est au noir. Oui, par contre, oui, je suis d'accord, pareil, ça dépend où je suis. Non, toi, dans ta morgue, il y a de la lumière, Zu? Oui, d'habitude, c'est plus sympa. Non, parce que tu vois, dans le noir, t'y vas plus, tu sais, il y a un petit côté tactile, un petit côté, tu vois, tu y vas du bout des doigts, t'essaies de comprendre, tiens, de deviner. Je reconnais monsieur Intel. Ah. Voilà, c'est ça. Je connais cet orteil. En même temps, le docteur arrive à l'hôpital et entre dans une salle pleine de militaires proche de la morgue. Le docteur est d'abord surpris et les militaires attrapent leurs armes, mais tous entendent le médecin légiste crier à côté quand elle ouvre la porte. On se plaignait juste avant des problèmes de pilotage du docteur. Bon, il est arrivé 12 mois plus tard, tout ça. Mais là, en attendant, il a fait un créneau, mais nickel. Alors, il n'a pas trop de problèmes, je trouve, pour de déplacement dans l'espace. C'est plutôt le déplacement dans le temps qui lui pose souvent des soucis. Ouais. Dans l'espace, l'épisode précédent, il est quand même arrivé à Cardiff au lieu de Naples. Les pizzas sont pas de la même qualité. Hein. Ouais, c'était pas de la bonne, le bon temps non plus. Il avait pas le bon marteau non plus. Hein. Pardon. Et donc oui, le médecin légiste écrit quand elle ouvre la porte du frigo qui contient le censément cadavre d'alien. C'est ça. Et on découvre enfin à quoi il ressemble. C'est un cochon humanoïde. Il est toujours vivant. Il porte une petite combinaison. Ouais, très magnifique combinaison. Alors pour les gens qui aiment les jeux vidéo, si vous avez joué à Beyond Good and Evil, c'est exactement le même. C'est pareil. Magnifique jeu. Les militaires abattent l'humanoïde cochon. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Oui. Devant le docteur qui arrive en plus. Il était mignon. Non, c'est pas parce qu'il était mignon. Mais je te laisse finir et après je dis. Le docteur, il est pas content qu'on ait abattu le cochon. Il leur dit pourquoi vous avez fait ça. Il avait peur. Mais oui, mais c'est ça. C'est pour ça que ça m'a fait mal au cœur parce que c'est pas quelqu'un ou quelque chose de méchant qui a été abattu. C'est quelqu'un ou quelque chose qui s'enfuyait en courant parce qu'il était terrorisé et bam. Je sais pas, j'ai eu beaucoup d'empathie pour ce cochon à ce moment-là. Cassandra aussi était terrorisée. Oh. C'était plus compliqué d'avoir de l'empathie pour Cassandra quand même. Aucune empathie pour Cassandra. Non, mais après c'est un sujet qu'on retrouve dans plein de films, par exemple dans King Kong. Oui. King Kong, c'est d'abord un énorme, certes, machin, mais qui est terrorisé. C'est pas un méchant dont le but est de détruire la ville. Mais là où ils sont très forts, c'est que dans King Kong, ils arrivent à nous faire cet ascenseur émotionnel en 3 heures. Là, ça dure 15 secondes. C'est what the fuck, un cochon, c'est oh non, le cochon. Ça dure 15 secondes, 20 secondes, pas plus. Mais après, il y a aussi un truc, moi j'ai remarqué par rapport aux militaires qui le tuent, c'est que il y a un côté, il voit un truc arriver, il sait pas ce que c'est, il tire. Il y a une hésitation. Ouais, mais il y a une hésitation, mais elle est pas longue, il tire. Et puis après, il y a un côté, je sais pas comment dire, genre, ouais, bon. C'est les mêmes militaires qui voient un mec sortir d'un placard à peu près là aussi 15 secondes avant, se disent putain un mec, et le mec leur dit venez avec moi, et eux ils y vont. Oui. Avant ils sortent leurs armes comme ça. Pas de bonjour, vous êtes qui
Oui, mais ça, à la limite, c'est à peu près logique comme réaction. C'est la deuxième partie du... Vous avez entendu ce bruit? Suivez-moi, en formation, Delta, X, Z, on est parti. C'est le charisme du docteur, ça. Mais oui. Harriet Jones est toujours dans la salle de décision au Downing Street et entend le général Asquith s'approcher. Donc c'était le général qui arrivait au départ à l'hôpital Albion. Avec les autres députés. Elle se cache dans un placard. Les 3 députés se moquent du général et apparemment, ils ont tous mangé trop de flageolets. Même le général, c'est vraiment... Non, pas le général. Non, pas le général. Non, le général, ça va. Lui, il est plutôt resté sur une petite salade verte à midi. Oui. Shaking my booty. Et donc voilà, c'est ce running gag qui, bon voilà, c'était rigolo un petit peu, prout, lol. Là, il y a eu un moment. En plus, ils sont gros, ils pètent. Oh. Ouais, bon ça, à la limite, en plus j'ai rien contre les gens qui pètent. Moi-même, je pète. Et j'y prends beaucoup de plaisir, sachez-le. Ah bah écoutez, je suis désolée, mais quand il y a besoin, il y a besoin. Et puis c'est mieux dehors que dedans. Et pour finir, qui ne rote ni ne pète est voué à l'explosion. Donc c'est voilà. Ça fait beaucoup d'axiomes d'un coup là. Ouais, mais comme ça je les ai tous dit. Faudra le tweeter celui-là. Si vous voulez. Et comme disait mon arrière-grand-mère, en catalan, mais je sais pas le dire en catalan, il vaut mieux péter en famille que mourir tout seul. C'est très spécifique. C'est vraiment très spécifique. En catalan c'est plus joli, mais je sais pas dire en catalan. Donc tout ça pour dire que cette vanne était marrante la première fois, déjà un peu moins la deuxième, la troisième, la quatrième, enfin... bon voilà. Et on en a 1h20 comme ça. Oui voilà, c'est ça. 1h20 de paix, j'exagère à peine. Donc après cette moquée du général, les extraterrestres, spoiler de 2 secondes dans le futur, dézippent leur tête et lui font quelque chose d'horrible. On ne le voit pas non plus. Parce que le budget effets spéciaux est passé quelque part, on sait pas où, enfin si on sait. Bah il est passé dans l'épisode 2, hein. C'est ça. On l'a déjà dit. Mais en même temps, il nous le montre pas, mais on entend les bruits de... Tu vois, donc on se doute de ce qu'ils font. Ça fait des bruits très étranges. Il y a enfin, elle hurle en silence. Hurle et ça fait plein d'effets lumineux non. De façon éclair. On les voit déjà à ce moment-là ou pas? Mais justement. Là on sait pas encore. Non, on voit que la lumière. Okay. Et on sait pas à quoi il ressemble. On ne verra pas à quoi il ressemble avant la fin de l'épisode. Ok. Je me souvenais plus. Le docteur est à la morgue avec le médecin légiste. L'alien cochon est un faux extraterrestre, un attrape-nigo, mais pourquoi? On entend alors le docteur s'en aller avec le TARDIS, et le médecin légiste regarde au fond du couloir le TARDIS disparaître. Alors oui, quand tu dis que l'alien cochon c'est un faux, c'est le docteur qui se rend compte que c'est plutôt une espèce de cochon de la Terre qui a été manipulé pour pouvoir se tenir sur ses 2 pattes et puis faire semblant de piloter un vaisseau spatial, quoi. Mais en même temps, il nous le montre pas, mais on entend les bruits de... Tu vois, donc on se doute de ce qu'ils font. Oui, là ça devient triste. Balthazar. Ils se sont quand même dit c'est plus crédible de prendre un cochon et de le rendre humanoïde que de faire autre chose. C'était peut-être le plus simple. En même temps, il y a des trucs bizarres un peu partout dans l'univers. Je pense que pour un premier contact avec des aliens, que ce soit un truc qu'on connaisse, c'est mieux. Oui. Mais le docteur utilisait une comparaison historique. Il racontait que dans les anciens temps, alors je sais plus à quelle époque il parle, les marins faisaient des blagues, ils prenaient des squelettes de chats, ils accrochaient des queues de poissons au bout et ils appelaient ça des sirènes. Ce que je trouve beaucoup plus crade. Il parle des cabinets de curiosité aussi. Il parle de quoi? De cabinets de curiosité. Ouais, mais après il parle de chats morts, il parle pas de pauvres chats qui ont rien demandé, à qui on coupe la queue pour mettre une queue de poisson. Ah, ils rentrent pas dans le détail, hein. Bah il parle de squelettes. Tu crois que les marins se faisaient chier à buter le chat alors qu'ils en ont besoin sur le bateau pour chasser les rats, puis à le dépecer juste pour faire une blague avec une queue de poisson? Bah on s'amuse comme on peut, hein. Ouais, on remarque qu'ils sont partis longtemps. Ok. Mickey arrive à l'appartement de Jackie et découvre que Rose est toujours en vie. On apprend que Mickey était soupçonné depuis 12 mois de la disparition de Rose, donc ça n'a pas dû être simple pour lui. Non. Alors, autant le docteur a mis 12 mois à revenir sur Terre, autant Mickey a mis 12 heures, j'ai l'impression, d'aller dans son appart au bout de la rue à celui de Rose. Hein. Je veux bien qu'il soit cogné contre le mur, mais là il a dû se cogner fort. Mais il avait aucune raison d'aller à l'appartement de Rose. Lui, surtout si sa mère le soupçonnait.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a ça, c'est Jackie qui a pointé du doigt Mickey en disant c'est forcément lui qui l'a dit dans toute la résidence. Bah, qui d'autre? Les stats sont là. Hein. D'ailleurs, et c'est le petit ami, il est noir, il a tout pour lui. Hein. Et d'ailleurs, il y a une des invitées de Jackie qui fait remarquer qu'elle lui doit des excuses. Parce que c'est vraiment pas cool ce qu'elle lui a fait. Ouais. Non. Et Jackie, elle a pas l'air tout à fait disposée à les faire. Ouais. D'ailleurs, oui, elle dit que pourquoi elle aurait pensé autrement. C'est pas de sa faute. Le Tardis revient dans la cour et Jackie le voit atterrir. On retrouve Rose et Mickey, que le docteur nomme Ricky, rentrer dans le Tardis, et Rose dit que il y a sa mère qui est là. Jackie a l'air stupéfaite, perturbée, et elle court à l'extérieur. Du Tardis. Pour rentrer à l'intérieur de son appart. Il y a trop d'extérieur, trop d'intérieur, ça devient compliqué cette série. J'arrête. En plus, certains sont plus grands que d'autres, enfin bon... On voit Jackie devant la télé, perturbée par la masse d'informations qu'elle vient d'avoir, et elle cherche à contacter les autorités via le numéro diffusé par les infos. Elle prononce son téléphone les mots docteur, boîte bleue et Tardis, ce qui déclenche une alerte rouge auprès du secrétaire junior Indra Ganesh. Comme quoi, le docteur est pas si discret que ça. Tu raccourcis un peu là pour une fois. Oui, elle dit pas juste docteur, boîte bleue et Tardis, elle dit que sa fille est en danger, qu'elle est avec un homme qui se fait appeler le docteur, qu'il est dans une boîte bleue, enfin voilà, elle appelle parce qu'elle est inquiète pour sa fille. Et là, il y a Big Brother. Et après, ça déclenche une alerte rouge dans des systèmes qui font passer l'information, et effectivement, c'est le sous-secrétaire à la défense qui se retrouve avec le rapport. Merci. Pendant ce temps, on retrouve Mickey, Rose et le docteur qui sont restés dans le Tardis, eux. Mickey et Rose parlent de leur expérience respective ces 12 derniers mois, ils avouent qu'ils se sont manqués, c'était mignon. Oui. Ils se regardent comme ça et tout. Et quand Rose lui demande si il a vu d'autres femmes, il dit qu'il est resté fidèle parce que tout le monde pensait qu'il avait tué Rose. Il a pas eu trop de choix. C'est beaucoup moins mignon pour le coup. Ouais, mais bon, le pauvre quoi. Non, bah il a déjà, suivi, mais en plus il a eu raison. Facile, hein. Alors déjà, tout le monde croyait qu'il avait tué Rose, donc effectivement, s'il avait trouvé quelqu'un d'autre, c'était fini pour lui. De deux, elle s'est barrée 12 mois. Ça aurait été légitime qu'il trouve quelqu'un d'autre. Même si elle a pas fait exprès de partir 12 mois, elle s'est quand même barrée de 12 mois sans rien dire. Oui, face à... Mais de son côté, elle a des circonstances atténuantes, elle s'est barrée de 2 jours, donc... Oui, mais on n'aurait pas pu lui en vouloir d'avoir trouvé quelqu'un d'autre et de pas être resté fidèle à Rose. Absolument. Je suis désolée, mais bon, il y a des limites. Non, mais de toute façon, moi, sur tous les 2 épisodes, là, j'ai pas aimé la manière dont est traité Mickey. Ça m'a un peu gavé. Ouais. Je trouvais que c'était méchant et gratuit. Non, je ne spoilerai pas. Pendant ce temps, le docteur trace la trajectoire du vaisseau extraterrestre et découvre qu'il venait de la Terre. Ils sont là depuis un moment. Que cherche-t-il ? Tatan. L'extraterrestre qui, dans l'enveloppe de Olivier, a pris la peau du général. Oliver, non ? Oliver. Oui, ça c'est ce qu'ils se disent entre eux, qu'il serait peut-être temps de corriger ces problèmes d'échange de gaz qui les font flatuler toutes les 2 minutes. Ils se plaignent de leur enveloppe qui est quand même serrée et il faudrait trouver quelque chose pour ça. Là, on n'a toujours pas vu la gueule des extraterrestres ? Nope. Non, c'est vraiment à la fin qu'on les voit se révéler. Non. En même temps, un truc comme ça, il vaut mieux avoir les 40 minutes entières de l'épisode pour s'y préparer. C'est ça. Ouais. C'était un risque de couper l'épisode trop tôt, du coup. À ce moment-là, Indra accourt dans la salle devant les 3 aliens déguisés, annonçant qu'il y a eu une alerte prioritaire code 9 désignant le docteur. Il est l'ultime expert en affaires extraterrestres. Finalement, il va finir par s'impliquer un peu plus, même s'il était déjà parti pour le faire. Ouais. Mickey, Rose et le docteur sont dans le Tardis. Sur un écran diffusant la télé, le docteur reconnaît Unit. Et là, Mickey nous montre qu'il a fait des recherches sur le docteur, vu qu'il lui dit avant, vous bossiez avec Unit, j'ai trouvé sur Internet, dans le dark web, tout ça, je le sais. Donc, premier signe d'intelligence de Mickey. Ouais, c'est un hacker. C'est un pirate qui a Internet et Google. Vous êtes méchant avec Mickey. Oui, c'est vrai. Non, mais là, pour le coup, vraiment, premier signe d'intelligence. Le mec a fait des recherches et... Non, mais... Attends, la suite. Il sort du Tardis, les forces de l'ordre sont là, et Mickey s'enfuit, comme un lâche. Tandis que Rose et le docteur sont arrêtés grâce ou à cause de Jackie, on ne sait pas encore. Non, et bah là, je suis pas d'accord avec toi.
comme un lâche. Le gars, ça fait 12 mois qu'on l'accuse d'avoir buté sa copine. Peut-être que dès qu'il voit un flic, il se barre maintenant. Et en même temps, il a eu quand même un réflexe assez sain de se barrer. C'est les deux autres, là, les glands qui restent... Bon, le docteur, il sait avec qui il est, mais Rose, elle est complètement con, je suis désolée. Oh bah, elle se fait un peu là, sur cet épisode-là, elle se fait un peu balader partout. Ouais. Franchement, ça fait un peu secte, hein, à un moment donné. Lui, le docteur fait tout et n'importe quoi. Le charisme du docteur. Mais non, ouais, c'est ça. Le docteur fait tout et n'importe quoi et elle reste à côté, même si elle est en danger. Elle a aucun truc aucun réflexe de survie, de protection, de rien du tout. Non, moi, sur cet épisode, je suis vraiment team Mickey. Rose, elle fait que de la merde. Oui, je valide Pomme. Ils sont escortés au 10 Downing Street. Rose et le docteur sont séparés. Le docteur est invité à une communication officielle tandis que Harriet prend à part Rose et l'interroge sur le docteur. Alors là, Harriet fait plus que prendre à part Rose. Elle l'empêche, enfin, grâce à Harriet, Rose se fait pas foutre à la porte comme une malpropre. Parce que c'est vrai que elle a pas grand chose à foutre dans une zone de guerre. Oui. Non. Et là, il peut pas faire jouer son +1, le docteur, donc... Non, il y a que lui, c'est que lui l'expert là pour le coup. Ils savent que Rose ne sert à rien. Ils ont lu le script. Ouais, c'est ça. Mais elle sert pas à grand chose tout l'épisode. Hein. Non, elle va juste servir à donner quelques infos à Harriet vite fait, et puis plutôt, je crois que c'est dans le deuxième où elle a un peu plus d'importance. Là, c'est ce que j'ai dit. Hein, elle subit quasiment tout cet épisode, je trouve. Oui. Alors là, on va avoir 3 scènes qui vont s'entremêler. Dans la première, on a la mère de Rose qui est dans son appartement avec un policier qui a des problèmes de flatulence. Encore. Mystère. Il se présente bien pour pouvoir rentrer dans l'appartement et être tranquille. Mais c'est le commissaire principal de Londres, de l'Angleterre, je ne sais pas. C'est un haut gradé de la police. Il a un très beau costume. Il fait sortir les autres policiers et se retrouve seul avec Jackie pour l'interroger sur le docteur et le TARDIS. Le policier dit qu'il est considéré le policier dit que le docteur est considéré comme un danger et toute personne qui le côtoie en sont aussi. Donc là, avec un ton un peu énigmatique. Du genre, Jackie va t'arriver des malheurs. Il va dans la cuisine, à l'écart, pour commencer à se dézipper la peau. Une lumière bleu-violet envahit l'appartement et Jackie découvre l'apparence de l'alien qui s'approche d'elle. Mais nous, toujours pas. Mais nous, on le voit toujours pas. Ouais, pas encore. À ce moment-là, on y croit encore. Et c'est tant mieux. Oui. Le costume, il est pas mal. C'est la transition qui est difficile. C'est quand il est faut courir. Alors, tu vois, pour le coup, je trouve que on verra peut-être après, mais que le costume il est à chier, mais que les transitions, même quand tu les vois courir, c'est suffisamment bien animé pour que ça passe mieux, je trouve, que quand tu les vois en costume. Alors, je suis pas d'accord. Attends, on fait le débat après. On finit le full spoil et on fait le débat après. Il reste 2 scènes. On veut savoir ce qui va se passer. Allez. Courage. Allez. Pendant ce temps, on a Rose et Harriet qui sont à la salle des opérations. Elles découvrent le Premier ministre mort dans un placard. Le secrétaire junior rentre à ce moment, suivi de la députée alien Margaret Blaine. Elle dézippe son costume et l'attaque après avoir révélé son espèce. Nous sommes les Slytherin. Les Slytherin. Slytherin. Slytherin, moi je dis. Alors en français, ils disent les Slytherin. Ah, oui. D'accord. Une VF de qualité, comme toujours. Moi je dis Slytherin. Smell like teen Slytherin. Slytherins. Pourquoi pas. Alors, je sais pas, ça me fait penser à ça à chaque fois. Merci, j'insérerai la musique à ce moment-là. Enfin, au même moment, le docteur assiste à une réunion d'urgence. Il détaille les faits et comprend que si le crash n'est pas une diversion, c'est que c'est un piège. Tous les experts en extraterrestres, le docteur et Unit, sont rassemblés dans la même pièce. Le député Green lâche un son venu du bas du corps. Un gros docteur s'offusque. Encore une grosse caisse. Et puis alors celle-là, il la retient pas. Non. Et ça lui permet en plus derrière de faire un petit jeu de mots. Oui. Et le docteur s'offusque. Le député alien Green répond si le... Il demande plutôt si le docteur aurait préféré que ce soit silencieux mais mortel. Voilà, le député alien Green répond si le docteur préfère que ce soit silencieux mais mortel.
Super blague. Oui, alors, en même temps, tu pouvais pas faire mieux que la blague du docteur, parce que tu dis, il s'offusque, mais non. Il sort cette phrase qui, pour moi, est la meilleure de l'épisode. Heureusement qu'on a attendu 40 minutes pour celle-ci, c'est « Excusez-moi, si vous pouviez éviter de péter pendant que je sauve le monde, merci. » Excuse me, do you mind not farting while I'm saving the world? Oui, mais alors voilà, ça, c'est rigolo. D'accord, allez. Là, tu vois le côté famille, enfant, tout le monde regarde de tous âges. On fait rire les enfants, prout lol. Le général, qui est aussi un alien, ôte sa casquette et retire son costume, sa peau. De manière simultanée, on découvre à quoi ressemblent les Slytheins dans les 3 scènes. Et c'est là que c'est très dur. Parce que c'est très 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 mal fait. Alors, mais non. Pour en revenir au débat, moi je trouve que le moment où pour la première fois on le voit sortir de son costume tout en image de synthèse, il y a, même si le truc il est assez moche, assez lisse, voire caoutchouteux, c'est quand même, comment dire, dans le mouvement c'est bien animé, ça fait un peu peur dans même le visage, l'expression. Et dès que tu le vois en mode full costume où il ressemble à un gros bébé joufflu tout vert avec des yeux tout noirs, il y a plus rien qui fait peur là. Alors pour nos auditeurs qui n'ont pas eu l'image jusqu'ici, les Slytherin, c'est des sortes de grosses bestioles vertes de 2 mètres de haut. Oh, plus que 2 mètres. 2 mètres 30. Dernier mot, allez. Mon copain il fait 1m93, donc pas loin de 2 mètres, et les Slytherin sont beaucoup plus grands. Ouais, 2m50 c'est mon dernier mot. Allez, d'accord. Allez, va pour 2m50. Ça va pas, c'est un chiffre rond. 2m52 et demi. Et attention, le et demi est très important. Toujours. Au niveau de la tête, il faut imaginer une gueule de bébé, effectivement, avec des gros yeux noirs. Un gros E.T. Ouais, c'est un gros E.T. Voilà. Pas tout lisse. Un gros E.T. vert avec des grosses griffes. Voilà. C'est le E.T. qui a subi un lifting. C'est ça. C'est le E.T. Hulk. Le député alien Green sort un appareil électrisant tout le monde dans la salle de réunion et cet épisode se termine sur le rire machiavélique de l'alien. À suivre. Donc oui, en fait, il électrise tout le monde grâce aux badges qu'ils leur ont tous distribués pour être présents dans la pièce où ils étaient pour la réunion. Et donc, fin de l'épisode, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? À part donc, le... Du coup, Vas-y. Bah, j'allais dire, on a beaucoup parlé du fait que les personnes extraterrestres sont représentées par des humains gros, mais donc voilà, c'est fait exprès puisque les extraterrestres sont très très grands, ils ont eu besoin de trouver des personnes dans lesquelles a priori il y a de la place pour pouvoir rentrer. Et encore, quand tu vois, ils doivent être compressés d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont quand même plus gros que les bestiaux, que les mecs dans lesquels ils sont rentrés. Oui, et on en dira plus dans le prochain épisode aussi, d'ailleurs. je pense. C'est ça. Oui, il l'explique dans l'épisode, la deuxième partie de l'épisode. Donc c'est aussi pour rappeler que si on a précisé que c'était des personnes qui étaient grosses, c'était pas juste pour dire c'est des gros, c'est parce que ça a un truc dans l'histoire et qu'il arrive un moment où du coup toutes les personnes qui sont un peu enrobées, on se dit c'est peut-être des aliens. Et on en verra d'autres arriver par la suite qui seront peut-être ou pas des aliens. Voilà. Par contre, quand ils pètent, on n'a aucun doute. On fait le full spoil et dans 2 semaines, on explique pourquoi c'est des gros, pourquoi ils pètent, pourquoi ça pue. Promis. Ok. Est-ce que ça pue? Ils en parlent pas à un moment donné de l'odeur, justement? Si, mais dans 2 semaines. Ah, c'est ça. Très bien. Je vous propose donc de passer à la section suivante qui sont les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Et c'est à toi, Ziu. Alors, dans les détails qui sont plutôt associés avec l'univers général et les fils rouges de la saison, on vous parlait de la médecin légiste. Eh bien, la médecin légiste s'appelle le docteur Sato, et on apprendra que c'est une agente infiltrée d'une organisation qui s'appelle Torchwood, et le prochain docteur rencontrera cette organisation durant ses aventures. Et dans la série éponyme, nous aurons l'occasion de rencontrer ce docteur Sato. J'aimerais revenir sur un point très important de l'épisode, qui est cette merveilleuse phrase « Excuse me, would you mind not farting while I'm trying to save the world ?» Excuse me, do you mind not farting while I'm saving the world? Toute la classe et la... Comment dire? Mince, je trouve pas mon mot,
Le flegme du docteur. Merci, le flegme. À l'anglaise. En fait, c'était juste pour redire cette phrase, quoi. Mais en même temps, elle est tellement belle. Ouais, non, mais c'est juste au cas où les gens attendraient la suite de l'histoire, c'était juste pour redire que, excusez-moi, est-ce que vous pourriez ne pas péter quand j'essaie de sauver le monde? Oui. J'avais envie. Oh, bah écoute, t'as eu raison. Le docteur donne la clé du TARDIS à Rose en signe de bonne foi et pour lui montrer qu'il a confiance en elle et qu'il va pas se barrer sans elle. Du coup, est-ce que Rose n'a pas maintenant le full package du compagnon du docteur? Si, téléphone, clé du TARDIS. C'est bon. Félicitations, Rose, tu es maintenant une compagne officielle du docteur. Ta-ta-ta-ta. Alors ça aussi, ça fait secte, pardon. Secte mormone, pour le coup, du coup. Ce que je voulais dire sur les clés, c'est que celle qu'on voit là, elle est relativement normale, mais ça n'a pas toujours été le cas. On se fera un petit kiff, on vous enverra sur nos réseaux une photo avec les différentes formes de clés du TARDIS. Et double petit kiff, l'une d'elles a été designée par John Pertwee, le 3e docteur lui-même. Donc c'est super classe. Effectivement, il y a des formes plus toutes plus cheloues les unes que les autres. Et quand même beaucoup de clés normales en fait. Dans l'épisode, à la 26e minute, c'est une scène dont on a beaucoup débattu dans le full spoil, c'est celle où Mickey arrive dans l'appartement de la mère de Rose en mode « Oh, ma copine est de retour !» Et à ce moment-là, si vous écoutez bien, à la télé, il y a une annonce qui est faite qui dit que le gouvernement est tombé, qu'il n'y a plus de Premier ministre et que c'est Harriet Jones qui doit former un nouveau gouvernement d'urgence. Eh bien, malheureusement, ce n'est absolument pas ce qui se passe dans cet épisode. Oui, c'est très étrange d'ailleurs, parce que ça contredit complètement le fait que ce soit Green qui prenne on va dire le pouvoir avec tous les protocoles d'urgence. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient pas prévu ou qui s'est pas passé comme le scénario a été réécrit? C'est un mystère, mais en tout cas, ça a pas été monté comme il fallait. Dans cette histoire, c'est la première fois dans une aventure de Doctor Who qu'on s'attarde sur un élément qui est très intéressant, qui est que se passe-t-il dans la vie des proches d'un compagnon du Docteur une fois qu'ils sont partis. C'est un thème qui sera beaucoup abordé dans les histoires de Russell T Davies à travers les différents compagnons du Docteur. C'est aussi la première fois qu'on revoit dans la nouvelle série UNIT. Donc cet acronyme signifiera à partir de maintenant United Nations Intelligence Task Force. En effet, dans le documentaire A Brief History of Time Travel de Gisela Bustillos, on apprend que les Nations Unies ont refusé que leur nom soit utilisé comme base à une organisation fictionnelle, même si c'était le cas depuis 1968. Donc la prochaine fois qu'on reverra UNIT, le nom aura changé. Ce sera plus United Nations Intelligence Task Force, ce sera Unified Intelligence Task Force. Attendez, UNIT, ça existe pas pour de vrai? Non. 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 Des révélations. C'est une organisation dans tous les qui sens. était déjà dans les anciennes séries du Docteur. Ouais, mais écoutez, j'étais vraiment persuadé que UNIT existait pour de vrai. Non mais t'en fais pas, moi aussi j'ai été à la Tour de Londres, moi aussi j'ai essayé de rentrer dans les souterrains, moi aussi je me suis fait jeter. À la Tour de Londres, mais je sais pas, je me suis laissé porter par l'histoire et je pensais qu'il s'était inspiré, comme t'as des séries américaines où t'as la CIA, le FBI, enfin voilà, c'était UNIT. Eh ben non, là ils ont ils ont imaginé quelque chose, ils se sont lancés. C'est des fois ça arrive. Alors d'après le Doctor Who Magazine et le Doctor Who Confidential, qui est le making of qui est diffusé après les épisodes de Doctor Who sur la BBC, on apprend que c'est lors de la production de cet épisode que Russell T Davies décida d'utiliser les mots Bad Wolf comme élément récurrent dans cette saison. C'est quand il a fallu faire peindre quelque chose sur le TARDIS qui s'est dit ça c'est bien, ça pète.
D'ailleurs, je crois qu'on l'a pas dit pendant l'épisode, qu'il y avait ça tagué sur le côté du TARDIS. Oui, je viens de m'en rendre compte en disant cette phrase. Donc, flashback. C'est d'ailleurs un gamin qui l'écrit. Voilà, il y a un gamin qui graffe sur le côté du TARDIS, pendant qu'il est garé dans la résidence de Rose, les mots Bad Wolf, donc grand méchant loup, sur le côté du TARDIS. Voilà. Mais pourtant, Bad Wolf, il y a référence, ils y font référence dans les épisodes de 3 et 2. Non, pas 2. Oui, mais ils ont été tournés après. D'accord. Alors, moi je suis un peu deg parce que avant Bad Wolf, Big Bad Wolf, je pensais forcément à Doctor Who, et jusqu'au jour où j'ai découvert Big Bad Wolf de Duke Sauce, je sais pas comment on dit, Duck Sauce, qui est un groupe qui a fait une chanson qui s'appelle Big Bad Wolf avec un clip qui est absolument improbable. Je vous invite à aller le voir. Je crois que je vous l'avais partagé, je sais pas si vous avez cliqué. Ça me dit rien. Je vous l'avais mis dans un des commentaires d'un doc partagé. Non, vous l'avez pas regardé? Non, je crois que j'ai fui très rapidement. En direct, le regardez pas maintenant, on n'a pas le temps, mais en direct, je vous le remets. Voilà, donc Duke sauce comme la sauce, je sais pas, la sauce qu'on met dans les pâtes. D-U-C-K, donc S-A-U-C-E, et la chanson s'appelle Big Bad Wolf. Et on vous mettra le lien dans la description de l'épisode. Je sais pas si c'est bien utile. On verra. Exactement. Et ça n'a rien à voir avec Doctor Who. Alors, moi, il y a une question que je me pose, qui est quelque chose que Russell T. Davies n'a jamais dévoilé, c'est qu'est-ce qui devait être graffé à la base sur le TARDIS à ce moment-là dans l'épisode. Parce qu'il est bien prévu que quelque chose soit graffé. C'est ça. Et c'est au moment du tournage qu'il se dit, on change. Bad Wolf, c'est bien, vas-y. Ouais, après peut-être qu'il avait prévu un truc bateau qui n'avait aucun intérêt et que... Oui, je pense. Genre Aliens. ouais, je sais pas. Cabine bleue. Police. On a entendu, donc dans le résumé, on vous a dit que le Premier ministre avait été assassiné sans le nommer. Alors, le Premier ministre à l'époque de la diffusion de cet épisode, c'est Tony Blair. Dans les commentaires concernant l'épisode suivant, désolé du spoil mineur, le producteur Phil Collinson explique qu'ils ont voulu trouver... Non, Phil Collinson, tout court. Ils ont pas pu avoir Phil Collins, c'était trop cher pour un épisode de Doctor Who, tout le budget était parti dans l'épisode 2. Donc il explique qu'ils ont essayé de trouver un acteur qui ressemblait un peu à Tony Blair pour faire le cadavre. Déjà super carrière, moi j'ai dit, cadavre de Tony Blair. Mais la ressemblance à l'écran était en fait assez décevante, donc ils ont décidé de pas trop le montrer et de pas le nommer clairement comme étant Tony Blair et juste dire le Premier ministre. La seule référence qui reste est dans une phrase de Harriet Jones qui dit I'm hardly one of the babes, qui référence le grand nombre de représentantes du Parti travailleur, le Labour Party, qui entrèrent à la Chambre des communes du Royaume-Uni en 1997 et qui étaient surnommés par les médias anglais Blair's Babes. Qu'on peut traduire par les poulettes de Blair. Ouais. Oui, tout à fait. Ah oui, bonne traduction. Mais quelle horreur. C'est ça. C'est un des trucs qui est assez récurrent dans Doctor Who, c'est que les représentants de l'Angleterre, du Royaume-Uni sont jamais ou extrêmement rarement nommés. Bah, ils deviennent très vite des représentants fictionnels. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est jamais les vraies personnes en poste au moment où c'est tourné, alors que ça s'inscrit dans quelque chose d'assez contemporain. On peut le voir avec les différentes technologies ou la musique qui peut passer, j'en sais rien, des choses comme ça. Au niveau des personnalités, des célébrités, ça reste assez anonyme. Bah, ils se situent toujours un an dans le futur par rapport à notre temps T. Donc ils doivent quand même essayer de garder, je pense qu'au niveau des célébrités, ils se disent dans un an on les connaîtra encore. Les politiques, ils doivent garder un peu de marge. Après, il y a puis aussi ça reste un show familial. Puis ça reste peut-être aussi des histoires de droit et de trucs comme ça, je sais pas. Et le temps n'est pas fixé, c'est peut-être pas des nœuds dans le temps, des points fixes. Donc, tout peut changer.
Dernier petit fun fact, et je vous laisserai là-dessus. La BBC a reçu un énorme nombre de... Hop, je la refais. Le dernier fun fact, et après je vous laisserai, la BBC a reçu un grand nombre de plaintes concernant le petite partie de fin d'épisode qui s'appelle Prochaine fois ou Next Time, qui a été diffusée juste après la fin de l'épisode et avant le générique, ce qui casse totalement la tension du cliffhanger. C'est-à-dire qu'on voit le docteur, on voit Rose, on voit plein de choses dans ce Next Time, donc on se dit il n'a pas été électrocuté, il est encore vivant, tout se passe bien, et ça a été diffusé littéralement 2 secondes après la coupure de fin d'épisode. C'est un peu chaud. Après, ce qu'ils avaient tendance à faire aussi dans les scènes après, c'est qu'ils le mettaient en même temps que le générique, donc t'avais pas non plus des masses le temps de te préparer, et un peu comme les bandes annonces de maintenant, ça te montre souvent beaucoup trop de choses sur l'épisode qui va venir, quoi. C'est nul, les oui, bandes annonces. Justement, maintenant ils le mettent après le générique. C'est même pire que ça, mais j'en parlerai dans le prochain épisode. Justement, le fait qu'il n'ait pas été électrocuté, pour le coup, c'est passé en... qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc il y a peut-être eu un problème de montage. Et oui, mais ça c'est d'ailleurs un fun fact pour le prochain épisode, les problèmes de montage de l'épisode World War 3. Eh bien, merci Ziu pour toutes ces anecdotes passionnantes, le petit rappel historique sur Tony Blair. On apprend pas mal de choses. Nous en avons fini de notre voyage au sein de ce nouvel épisode de Doctor Who. Nous avons un dernier petit message à passer et ce sera Pomme qui va s'en charger. Alors, comme on le dit d'habitude, mais on ne le dit jamais assez, Dr. Watt est membre du label Podcut, qui regroupe 23 podcasts que nous vous conseillons très vivement d'aller écouter, très différents du nôtre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous pouvez donc nous suivre sur tous les réseaux sociaux, non pas sur tous, sur Twitter et sur Instagram, @Dr. Watt, le podcast. Non, Dr. Watt Podcast. Dr. Watt underscore Bref, Dr. Watt et podcast. Ouais, voilà. Dr. Watt underscore pod. Les liens sont dans la description. Exactement. Ou alors allez suivre carrément Podcut sur les réseaux sociaux et comme ça vous verrez notre podcast mais aussi tous les autres. Et si jamais vous voulez filer un coup de pouce, eh bien le label a un Patreon, donc n'hésitez pas à aller donner une petite pièce, ça fait toujours plaisir. Et donc le site c'est patreon.com/podcut, tout simplement. Oui. Et voilà, et ben écoutez, merci à tous pour cet épisode et nous vous retrouverons dans 15 jours. À bientôt. Ciao. Bye bye. Bye bye. Salut tout le monde.